Moi, j'ai encore jamais vu ça. Et je vois pas quelle plateforme permettrait l'accessibilité à ce genre de contenu. Je suis assez contente. On a vraiment l'impression d'avoir créé un truc parce qu'on produit le contenu, mais peu importe les résultats de la campagne. Et ça se vend aussi beaucoup plus cher parce que du coup, les marques, elles sont prêtes à payer. Et l'idée, c'est vraiment qu'elles rentabilisent le plus rapidement possible. Donc ouais, c'est en train quand même de se développer, c'est cool. Bienvenue dans Sous Inspi, le podcast qui t'inspire. Ici, on parle de vidéos, de photos, d'effets spéciaux, en gros, tout ce qui touche à l'audiovisuel. On reçoit des invités passionnés et des experts du milieu pour discuter ensemble dans une ambiance chill et inspirante. Que tu sois pro ou amateur, on t'emmène avec nous dans les coulisses du monde de l'image au travers de discussions sincères et enrichissantes. Alors installe-toi confortablement et laisse-toi inspirer. Salut les amis. Salut. Vous allez bien ? Ouais, très bien, merci. Je suis évidemment accompagné d'Adri pour ce nouvel épisode de Sous Inspi, épisode 2 de la saison 3. Ça va, tu vas bien Adri ? Ouais, nickel, et toi ? Très bien, je suis hyper heureux qu'on reçoive Lodis aujourd'hui. Grande première sur le podcast. Ça va Lodis ? Ouais, merci de m'avoir invité, je suis contente d'être là. On est super content de te recevoir Lodis parce qu'il y avait plein de sujets qu'on voulait aborder avec toi. Tu fais évidemment partie du grand monde de l'audiovisuel. Une sphère complètement différente de la nôtre, et donc c'est ça qu'on trouvait super intéressant aujourd'hui, d'aborder un peu comment tu vois le monde de l'audiovisuel, comment t'avances un peu là-dedans, ce que tu utilises au quotidien, et aussi parler d'un sujet qui va, je pense, être le sujet principal, c'est la création de contenu UGC. Mais donc je te laisse te présenter en quelques mots peut-être. Ouais, moi c'est Lodis, j'ai 26 ans, j'entreprends depuis un peu plus de 4 ans, je suis créatrice de contenu UGC et formatrice, donc je crée du contenu sur les réseaux pour les marques et je forme également à ce métier. Ok, cool. T'as aussi, on en parlera un peu plus tard, mais on est voisins de bureau. Ouais. T'as deux studios podcast qui s'appellent Studio Rec. Ouais. Où justement tu reçois des gens qui veulent lancer leur podcast ou créer des contenus pour les réseaux sociaux, donc vraiment en lien avec ce que tu fais aujourd'hui. Tu dis que ça fait un peu plus de 4 ans que tu t'es lancé. Aujourd'hui, le gros de ton activité, c'est le fait d'être formatrice ou c'est plutôt le fait de créer des contenus pour des marques ? C'est plutôt le fait d'être formatrice, ouais. Okay. C'est ce qui représente en tout cas la plus grosse partie de mon chiffre d'affaires parce que c'est plus facilement scalable, mais je continue de créer du contenu pour les marques et le studio de podcast, c'est quelque chose que j'ai ajouté ici au mois d'octobre. Ok. J'ai l'impression que le monde de l'UGC c'est un peu nébuleux pour beaucoup, en tout cas pour moi ça l'était. Ça l'est toujours. Exactement. Et donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, justement, c'est quoi donc UGC, c'est User Generated Content, si je dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce que tu pourrais, un peu en vulgarisant avec les termes que tu utilises, c'est quoi la création de contenu UGC aujourd'hui ? Concrètement, le contenu UGC, c'est du contenu où tu vas te mettre à la place d'un consommateur. Et l'idée, c'est vraiment de te mettre dans ses chaussures, vraiment d'imaginer tout son parcours client vers auquel doute il est confronté. Et l'idée, c'est que ce soit du contenu qui ne soit pas trop axé pub et pas un contenu qui est créé avec une grosse production derrière, par exemple. Vraiment que ce type de contenu, ils se disent « Ok, je me reconnais dans la vidéo, j'arrive à m'identifier, je me reconnais dans les éventuels problèmes que la personne elle a rencontrés, et du coup c'est ça en fait, et c'est du contenu que tu vas créer par exemple avec ton smartphone chez toi dans ta maison et pas un contenu vraiment un gros contenu publicitaire. C'est ça la plus grosse différence, et c'est pour ça que maintenant du contenu UGC il peut être créé par monsieur et madame tout le monde en fait. Ok, et il y a certaines marques qui attendent d'avoir du contenu UGC, ou alors tu peux te proposer en tant que créateur de contenu UGC par rapport à n'importe quelle marque? Ouais, tu peux. En fait, aujourd'hui, ça s'est professionnalisé, c'est devenu un métier en quelque sorte. Donc, forcément, le contenu, il est moins authentique qu'avant. Donc, avant, par exemple, tu allais au Starbucks, tu faisais une story de ton café, c'était du contenu UGC. Ou alors, tu faisais une vidéo dans le restaurant où tu allais manger, t'aimais bien, et voilà, tu le postais dans les Google Avis ou quoi. Voilà, c'était du contenu UGC. Mais en fait, les marques se sont rendues compte que c'était un contenu qui convertissait bien en publicité et qui fait que en fait, ça leur permet d'avoir une autre confiance auprès des consommateurs, puisque les consommateurs ils arrivent à s'identifier, et du coup c'est comme ça que maintenant aujourd'hui tu as des personnes comme moi par exemple, des personnes lambda qui proposent leur service de créateur de contenu pour créer du contenu plus naturel, plus proche du spectateur qu'une grosse publicité en grosse production avec un gros studio ou quoi.
Et ce contenu sur les pages des marques, on peut le retrouver où? Est-ce que c'est dans leurs commentaires? Est-ce que eux repartagent le contenu? C'est ça aussi, c'est quelque chose pour moi. Ouais, l'idée c'est que en fait tu crées le contenu pour les marques et ensuite elles peuvent l'utiliser soit en organique dans leur feed ou alors en publicité, en sponsorisé sur leur réseau, Meta, TikTok, etc. Ok. Voilà. Ou alors parfois tu as aussi la possibilité de créer du contenu, elles vont le publier sur leur site, mais alors là je trouve que c'est un peu moins UGC, ça va être du contenu quand même un peu plus professionnel où tu vas montrer l'application des produits, etc. Mais vraiment ce qui est destiné sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus proche du spectateur. Ok. Tu parles de cet aspect entre grosse production publicitaire et contenu UGC. Comment tu vois les deux cohabiter, toi? C'est quoi ton avis là-dessus? Moi, je pense que les deux peuvent cohabiter sans problème, vraiment. En fait, t'as du contenu qui va être plus axé pub, qui va pas forcément... ça peut être du contenu qui fait waouh, qui est très beau, etc. Pas forcément... L'idée, c'est pas forcément de convertir derrière ou de générer des ventes, simplement créer une image de marque, avoir de la notoriété. Et tu vas avoir des contenus un peu plus UGC, où là, on va être plus proche du spectateur, etc. Et l'objectif final, ce sera de générer des conversions. Donc là, on sera plus sur un contenu... avec du direct response marketing, après les 30 secondes, la personne, il faut qu'elle prenne une décision et que soit elle passe à l'achat, elle clique sur un lien. Donc, mais pour moi, les deux peuvent vraiment cohabiter et c'est pas du tout un problème. Je recommande jamais à une marque de tout miser sur l'UGC ou de tout miser sur du contenu studio. Pardon, je t'en prie, Adrien. Du coup, moi, l'autre question, c'est comment est calculée la rétribution sur l'UGC? Est-ce que c'est calculé au nombre de vues à ta notoriété précédente ou est-ce que c'est calculé sur une base tarifaire standard? Tu veux dire la rémunération pour un créateur ? Exactement. Non, en fait, nous, on produit le contenu, mais peu importe les résultats de la campagne, on sera payé dans tous les cas de la même manière. Donc, généralement, une vidéo UGC, on est aux alentours, on est entre 150 et 300 euros pour les créatrices et les créateurs plus expérimentés, mais on va jamais être payé au nombre de vues qu'on va générer ou quoi que ce soit. Après, il y a parfois, tu as la possibilité, tu vois, tu as une marque qui va utiliser ta vidéo en pub, elle va la sponsoriser pendant 3 mois, imaginons. Toi, tu lui as facturé tes droits d'usage pour ces 3 mois en publicité. Si la vidéo, elle performe bien, tu as la marque qui peut revenir vers toi et te dire, on aimerait bien continuer de sponsoriser cette pub. Et du coup, elle va te payer un supplément pour pouvoir continuer à la sponsoriser. Donc, payer un supplément sur les droits d'usage, en gros. Donc, tu as vraiment des choses que nous, on est censé avoir, mais qu'on a moins actuellement. Ouais. Parce qu'en soi, la manière de la rétribution financière, elle fonctionne pareil de notre côté, que ce soit pour des gros spots ou pour, dans ton cas, du contenu UGC. C'est-à-dire que peu importe les performances, nous, on délivre un ou des contenus audiovisuels, et après, que ça marche ou que ça marche pas, c'est voilà, ça. C'est ça. Moi, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur un peu comment cohabitent les deux, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, de la publicité plus produite, des plus gros spots, si on prend des grandes marques type Nike, Adidas et autres, ça va plutôt être des campagnes de branding, de notoriété, de positionnement, avec des spots beaucoup plus avec du storytelling, avec moins accès produit, alors que via l'UGC, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus tout de suite proche du produit ou du service. UGC pour du service, ça fonctionne aussi ? Ouais, c'est possible aussi. Les marques, les entreprises commencent à s'y mettre. Donc, c'est vrai qu'au début, on était très focus produit. Il y avait beaucoup les secteurs de la beauté, skincare, etc., haircare qui faisaient de l'UGC. Et maintenant, on voit de plus en plus quand même d'entreprises dans le service, dans les applications aussi, dans les jeux. Donc ouais, c'est en train quand même de se développer. C'est cool. Ok. Et du coup, déjà, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à l'UGC ? Comment tu as découvert ce... Écoute, vraiment par hasard, moi de base j'étais community manager freelance et en fait un jour en scrollant sur TikTok, je suis tombée sur une américaine qui parlait de ça, du fait qu'aujourd'hui tu peux collaborer avec des marques sans pour autant être influenceuse. Ça m'a tout de suite intriguée et du coup j'ai commencé à chercher un peu des informations, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était en 2022 du coup, et en France et en Belgique, c'était vraiment inconnu. Il y avait que aux États-Unis et au Royaume-Uni qui faisaient ça, et donc j'ai cherché des infos par là. Et ouais, c'est comme ça que je me suis intéressée, parce que je me suis dit, moi j'aime beaucoup créer du contenu, j'aime beaucoup faire des vidéos, parler autour d'un produit, et je me souviens que quand j'étais community manager, c'était vraiment la partie que je préférais de pouvoir créer. Donc c'est pour ça que je me suis intéressée à ça, j'ai essayé de me lancer de mon côté. Au début c'était compliqué parce que comme je dis, les marques en France, en Belgique, elles ne connaissaient pas, mais au fur et à mesure j'ai commencé à essayer d'un peu éduquer entre guillemets certaines entreprises et leur faire comprendre que c'était une stratégie marketing qui pouvait être intéressante pour leurs produits, et c'est comme ça en fait que je me suis lancée, donc un peu par hasard.
Ok. Vas-y. Tu pourrais nous citer des marques avec qui tu as collaboré? Ouais, bien sûr. Par exemple, il y a Les Secrets de Loli, il y a Boursin, Kipli, c'est une marque de literie, c'est vraiment dans tous les domaines. Hein. J'ai travaillé aussi avec des vendeurs sur Amazon, donc sur Amazon aussi, ils font de l'UGC. J'ai travaillé avec Maison Éole, peut-être que vous connaissez, c'est une marque belge. Ici, il y a un vignoble pas très loin. Un vignoble qui fait maintenant des produits... des produits cosmétiques, c'est ça. Donc, c'est très varié au niveau des secteurs. Comme je disais, tu peux vraiment avoir de tout. Moi, pour l'instant, je fais surtout du produit. Donc, pas énormément de services, parce que j'aime un peu moins. Mais je suis très axée produit, mais vraiment dans tous les secteurs, quoi. Ok. Et par rapport à la création de contenu UGC, là c'est une question vraiment de noob. Est-ce qu'il y a une plus-value à filmer ça avec une caméra ou avec son smartphone, ou justement c'est un peu décrié de le faire avec une caméra parce qu'on préfère l'authentique avec son smartphone? En fait, c'est une bonne question, parce que maintenant tu vois de plus en plus l'apparition de créatrices UGC premium. Donc en gros, elles vont créer du contenu plus premium. Mais pour moi, avec des caméras, avec un peu un studio, des lumières, etc. Mais pour moi, c'est plus vraiment de l'UGC, parce que l'UGC, c'était vraiment le contenu avec son smartphone, tu fais à la maison et tout. Tandis que là, ça devient du contenu un peu plus qui ressemble finalement à de la pub. Donc pour moi, je pense qu'on peut plus vraiment appeler ça de l'UGC, mais vraiment du contenu premium. Et ça se vend aussi beaucoup plus cher, parce que du coup, les marques, elles sont prêtes à payer, je dirais 800, 1000 euros pour une vidéo comme ça, alors que l'UGC classique, c'est plutôt 300 euros. Donc moi, pour l'UGC vraiment classique, je vais utiliser toujours mon smartphone, l'éclairage naturel, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus la tendance de UGC premium, même si pour moi c'est plus vraiment de l'UGC du coup. Ok. Tu parlais du fait qu'on n'a pas besoin d'être influenceur, influenceuse pour devenir créateur ou créatrice UGC, parce que ta notoriété n'a pas d'influence, c'est vraiment la qualité et la créativité que tu vas mettre dans tes contenus. Ouais. Comment tu fonctionnes, toi, quand une marque te contacte? Imaginons que je suis une marque X, je te contacte en te disant, on aimerait ajouter dans notre stratégie des contenus UGC. C'est toi qui viens avec une idée créative de qu'est-ce que tu peux leur apporter. Comment tu fonctionnes dans ton processus En fait, ça dépend, parce que parfois, tu as des marques qui sont déjà au courant de l'UGC, qui en font déjà, qui ont déjà fait appel à des créateurs. Donc, elles vont avoir une idée bien précise. Parfois même, elles auront un brief avec des guidelines sur comment créer du contenu UGC, quel type de contenu ils veulent. Donc, à ce moment-là, je vais m'adapter à leurs besoins. Je vais suivre un peu le brief. Mais c'est vrai que des fois, tu as des marques qui connaissent pas du tout l'UGC. Et là, il faut un peu poser pas mal de questions. Moi, j'ai un formulaire que je partage à ces marques-là, pour vraiment creuser pour savoir c'est quoi concrètement ce que tu veux, parce que parfois, ils ont juste entendu l'UGC, c'est une technique marketing, et ils se disent vas-y, on va faire de l'UGC, ça va faire exploser nos ventes. Sauf que, non, pas forcément, et il faut vraiment essayer de creuser pour savoir pourquoi vous voulez faire de l'UGC finalement. Est-ce que c'est de la notoriété? Est-ce que vous voulez faire des pubs de conversion? Est-ce que c'est pour avoir plus de trafic sur votre site? C'est vraiment un travail. Et puis, à ce moment-là, une fois que j'ai un peu établi mieux les besoins de la marque, là je vais pouvoir lui proposer des idées de concept. Donc soit je regarde de l'inspiration sur les réseaux sociaux, sur ce qui tourne déjà, sur ce que eux ils ont peut-être déjà fait, même si c'est pas forcément de l'UGC, et vraiment trouver des idées comme ça, leur proposer les concepts, et à partir des concepts qui leur plaisent le plus, là je vais rédiger un script, et seulement une fois que le script est rédigé, là je vais pouvoir passer à la partie tournage. Ok. Est-ce qu'il peut avoir l'inverse, donc une marque qui va aller chercher un créateur spécifiquement parce qu'il fait un type de contenu où, entre guillemets, ça serait la traîne de tout le monde de dire « Ah, moi je suis passé aussi par celui qui fait ce type de contenu-là » Ou alors là c'est plus c'est plutôt, ça s'apparente plutôt à l'influence, influenceur. Ouais. C'est vrai que en tant que créateur et créatrice, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés, etc. Mais tu as la possibilité quand même d'être sur les réseaux pour partager justement les concepts que tu crées et partager un peu ton identité de marque, parce que finalement, on fait aussi du personal branding. Et c'est vrai qu'il y a certaines marques qui vont voir certaines créatrices passer et qui vont se dire « Ok, elle, on adore son style, on adore le contenu qu'elle crée, on adore sa façon de raconter une histoire. » Donc oui, c'est possible que du coup, en voyant ça, ils vont aller contacter la créatrice en question. Donc, je sais pas si c'était vraiment ça ta question. En gros, est-ce que l'appel se fait à chaque fois, est-ce que parfois il est dirigé en fonction du type de contenu que la personne crée, quoi?
Donc on l'engagerait pour son type de contenu. Sa patte finalement. Oui, c'est ça. Imaginons que ouais. c'est quelqu'un qui, en règle générale, fait, j'invente, du doublage sur des films en parlant de plein de choses. Ouais. Et ici, on lui dirait, ce serait cool que tu parles de notre marque en le glissant sur un doublage de film, quoi. Ouais, c'est possible en vrai. Enfin, j'ai pas d'exemple là à te donner, mais je pense que oui, c'est possible parce que comme je te dis, vraiment sur les réseaux sociaux, tu vas partager aussi ton énergie, ta personnalité, et c'est ça aussi qui fait la différence parce que maintenant il y a tellement de créateurs et de créatrices sur le marché que on peut plus être tous les mêmes et il faut vraiment partager ce qui nous différencie. Et du coup, les marques parfois elles vont te sélectionner en fonction de ça, donc oui. Ok. Tu parles beaucoup de partage justement sur les réseaux sociaux. Toi, c'est ce que tu fais avec ton compte Insta. Et au-delà de ça, tu as créé tes formations. Ouais, j'en ai une, ouais. Une formation, ouais, c'est ça. Tu as créé ta formation. Ça vient d'où cette envie de partage justement De base, quand j'étais plus jeune, je voulais être soit vétérinaire ou prof. Donc finalement, je suis devenue formatrice, donc c'est un peu dans la même lignée. Mais en fait, c'est quand j'ai commencé à partager mon parcours de créatrice UGC sur les réseaux que j'ai eu plein de questions. Genre, on m'a dit, mais comment tu t'es lancée, etc. Enfin, vraiment beaucoup de questions. Je me souviens, mon compte TikTok, à ce moment-là, il grandissait vraiment énormément parce que c'était totalement inconnu pour les gens de pouvoir collaborer avec des marques sans être influenceuse. Et c'est là un peu qu'il y a une demande qui s'est créée. On m'a demandé, donne-nous des conseils et tout, donc je le faisais sur TikTok, mais c'est vrai que t'as des vidéos, je crois à l'époque c'était 1 minute 30 les vidéos, donc forcément t'es limité. Du coup de là j'ai créé un e-book gratuit et il y a eu je pense genre 10 000 téléchargements sur le guide gratuit et je me suis dit ok bon il y a peut-être quelque chose à faire, peut-être que je pourrais aller encore plus loin. J'ai créé un e-book payant qui a eu beaucoup de succès aussi et suite à ça on m'a demandé tiens ça pourrait être cool de faire carrément un truc encore plus poussé et je me suis dit ouais pourquoi pas faire carrément un format vidéo avec des vidéos, des cours, etc. Et c'est comme ça en fait que j'ai créé ma formation du coup vers 2023 et que j'ai eu mes premières clientes comme ça dans la formation. T'as la formation qui s'appelle UGC School. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes plus de 300, j'ai vu. Ouais. Comment ça fonctionne Imaginons que moi, je veux rejoindre la formation. Il y a un casting, comment ça fonctionne? Alors moi ce que je fais, c'est je fais des appels avec les personnes qui veulent rejoindre UGC School pour vraiment voir si leurs objectifs déjà ils sont réalistes, parce qu'il y a parfois des personnes, on leur vend un peu du rêve sur les réseaux, elles se disent je vais vivre la vie d'influenceuse sans devoir travailler 2 heures par jour, etc. Ou qui veulent déjà générer 5 000 € d'ici 1 mois. Donc déjà je fais un appel pour voir un peu si les objectifs sont assez cohérents. Si c'est une personne qui veut je vais dire gagner de l'argent facile sans travailler, je vais lui expliquer que ça sert à rien UGC School parce que je mets vraiment en avant le fait qu'il faut bosser et tout. Mais du coup, je fais ces appels-là et généralement, les profils que j'ai, c'est des personnes qui soit sont en reconversion professionnelle, donc totale, donc qui veulent vraiment changer de vie, ou alors des personnes qui ont déjà un job, elles sont par exemple, salariées à mi-temps ou à temps plein, et elles veulent générer un revenu complémentaire, elles ont des objectifs assez cohérents et réalistes, et du coup, là, à ce moment-là, elles peuvent rejoindre l'accompagnement. Et donc, c'est un peu un accompagnement hybride. Enfin, tu as une partie formation, donc support de cours, où il va y avoir tout le métier de créatrice qui est décortiqué en plusieurs modules. Et tu vas avoir toute la partie suivi accompagnement, parce que je trouvais que c'était indissociable. Je pense que c'est un nouveau métier, et à partir du moment où tu vas te lancer, forcément, tu vas à un moment avoir des questions, avoir des blocages. Et je trouvais que c'était important de pouvoir les suivre et les accompagner. Donc, elles ont vraiment accès à tout ça. Et l'idée, c'est vraiment qu'elles rentabilisent le plus rapidement possible et qu'elles puissent générer des contrats et collaborer avec des marques assez rapidement. On parle un peu de matériel. Donc toi, aujourd'hui, tu utilises ton téléphone et un trépied, un téléphone et tu arrives à créer tes contenus. Ouais, c'est ça. J'utilise juste du coup un iPhone et un trépied. J'avais acheté un trépied à l'époque, un Manfrotto, qui m'avait coûté genre 150 balles. Je m'étais dit incroyable ce trépied. Finalement, je l'utilise jamais. J'utilise un trépied que j'ai acheté sur Amazon. Enfin, en vrai, je l'ai pas acheté. Je l'ai eu gratuitement parce que c'était une collab UGC. Mais il coûte genre une 20aine d'euros et j'utilise que ça, la lumière naturelle et c'est tout finalement. Donc, et franchement, ça marche très bien. Bon, c'est vrai que c'est un peu chiant quand il fait moche dehors, la luminosité, voilà. Mais sinon, j'utilise que ça. Ok, c'est cool. C'est trop bien. Aujourd'hui, on a souvent eu cette réflexion avec Adri de cette quantité de matériel. On a pas mal de matos pour les productions qu'on fait aujourd'hui. Et il y a un peu, on a tous les deux été dans une période de course au matériel tout un moment. Et beaucoup de vidéastes et de gens dans l'audiovisuel ont eu ça. Je trouve ça trop cool de garder
cet aspect, le matériel, c'est tellement secondaire, et il n'y a que la créativité et la qualité de ce que tu vas créer qui compte. Nous, aujourd'hui, on est vachement revenu à ça, je trouve. Ouais, de plus en plus, on essaye. On se rend compte que des fois, pour des projets, le fait d'avoir les inputs créatifs, on n'a pas besoin de 17 stabilisateurs, 14 000 trucs, et donc c'est trop chouette. Je trouve que c'est... On dit toujours que le matos, c'est pas ça qui fait la qualité d'une vidéo, et c'est la preuve, exacte, quoi. Ouais, clairement. Je vous ai préparé un petit jeu, ça vous dit de jouer? Bah oui, allez. Alors je vous explique, je vais vous lire une série d'actualités. Okay. Il y en a qui sont vraies, il y en a qui sont fausses. Vous allez devoir déceler lesquelles sont les vraies et lesquelles sont les fausses. Ok. Je prends mon petit copion. Ça va être dur parce que moi, niveau actualité, je suis rien. J'ai pas la TV chez moi, donc... non plus. Vous allez voir, on parle d'univers que vous connaissez bien. Ok. TikTok annonce le lancement de TikTok Series, une plateforme dédiée à la diffusion de séries originales produites par des créateurs de contenu, mais avec des épisodes de 10 minutes max. Je sais pas, moi j'ai entendu plutôt parler de TikTok Shop, donc mais ça non, je dirais non. Je sais pas, sur Insta, j'ai de plus en plus vu des séries qui commençaient à se mettre sous format reel, mais au format vertical. J'ai vu qu'ils adaptaient pas mal de séries comme ça. Ça pourrait être cohérent, mais je vois pas TikTok changer de créneau et se dire allez, on passe là ils changent pas de créneau, c'est une plateforme de TikTok. Ce serait genre une application supplémentaire? Ce serait genre une application supplémentaire ou intégrée à TikTok, mais comme si on a les reels qui sont apparus sur Insta, qui est un peu une nouvelle, un nouvel onglet. Ou un nouvel onglet, plus dans cette idée, quoi. Moi, je pense pas. Je sais pas, j'y crois pas trop. Je n'ai plus TikTok depuis longtemps, donc je vais suivre le livre, je vais dire... non, c'était faux. Ah, c'était faux. Alors, anecdote d'après. Les vidéos interactives, permettant aux spectateurs de choisir leur propre parcours ou de répondre à des questions en temps réel, sont en plein essor et devraient devenir une norme en 2025. Donc c'est le fait qu'il y ait de l'interactivité. L'utilisateur peut dire oui ou non, peut choisir s'il va à gauche ou à droite. Et donc ce serait... un peu comme dans la série Black Mirror avec l'épisode... l'épisode spécial Bandersnatch. Ouais. Tu l'as vu ou pas? Non. C'est un épisode un peu hors série de Black Mirror qui est plus un film. Spin-off. Et en fait, un peu comme on est de la même génération, on avait le livre dont vous êtes le héros. Ouais. Ça te parle? Non. Tu vois pas? Non. C'était un livre où l'histoire commençait, un genre de roman si tu veux. Et puis on disait, je dis n'importe quoi, t'es un chevalier. Et on disait, il y a deux chemins pour aller dans le donjon. Soit tu vas à gauche, et donc là, rends-toi à la page 45. Soit tu vas à droite et rends-toi à la page 67. Et en fonction de ce que toi, tu choisissais, tu crées ta propre histoire, quoi. Et donc, il y a un épisode de Black Mirror où c'est ça. Donc, t'as le personnage principal qui doit faire un choix. Alors, c'est un peu, vu que c'est Black Mirror, c'est un peu... Voilà, ça te met un peu dans un mood, quoi. Et t'avais la possibilité de dire, oui, il se passe ça, ou non, il se passe ça. Et à chaque fois que tu avançais dans l'épisode... t'avais une fin alternative et t'avais 7-9 fins différentes. Ouais, je ne sais plus. Donc tu pouvais des trucs où l'épisode se finissait pas et on te disait que t'avais totalement raté l'épisode. C'est ça. C'est incroyable. Et donc les gens n'avaient pas la même fin, quoi, en fonction des choix qu'ils faisaient. Donc c'était souvent, c'est Black Mirror, des choix un peu liés à la morale. Et donc il y a des gens qui finissaient par, aucun spoil, mais je veux dire n'importe quoi, machin meurt ou machin est sauvé ou à l'inverse il a disparu et donc c'était assez chouette. Et donc ce concept de choix, l'actu dit que ces vidéos interactives qui permettent aux spectateurs de choisir leur propre parcours, c'est en plein essor et ça va devenir une norme cette année. Je sais pas, moi j'ai encore jamais vu ça sur les réseaux, donc... YouTube l'a fait à un moment, hein. Il y avait certains créateurs où tu pouvais, tu vois, t'avais les liens qui s'affichaient sur les vidéos et tu pouvais cliquer sur suivant et ça t'amenait aussi sur plein de vidéos différentes. Mais c'est vrai que là, actuellement, je vois pas ça non plus et je vois pas quelle plateforme permettrait l'accessibilité à ce genre de type de contenu. Du coup, en plein essor, j'ai pas vraiment l'impression, quoi. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai? Ouais. Sérieux? J'ai toutes les sources que je peux vous envoyer. Si, ça tend de plus en plus. Alors, chez nous, c'est absolument pas arrivé. On n'a pas vu passer cette actu. Mais apparemment, c'est en plein essor. Et, parce qu'il y a encore une fois un souci par rapport à l'utilisateur. Il y a un souci de personnalisation ultime, quoi. Donc, on pourrait peut-être l'imaginer que dans un premier temps, ce serait du contenu plutôt ludique.
Mais d'un point de vue commercial, après, ça peut peut-être déboucher dans des trucs de fou où c'est exactement le produit que tu as besoin parce que tu as répondu à une série de questions avant et qui t'a ramené sur pile ce dont... Donc voilà, assez surprenant. Moi aussi, ça m'a bien surpris. Ok. Un célèbre créateur de contenu belge aurait été nommé ministre de la Culture, symbolisant l'importance croissante des influenceurs dans la sphère politique. Je suis pas la politique, donc je ne sais pas répondre à cette question. Je dirais non parce que bizarre. Ouais, on l'aurait. Je dirais su, non, nous. mais ça se trouve il va dire oui, il va nous surprendre. Ouais, moi je dirais non, mais Non, c'est évidemment ok. faux. Ok. Je l'ai trouvé assez marrant d'imaginer le truc. Matt se fait des films au Ouais. ministère. Exactement. C'est le festival de Cannes dans quelques semaines. Et une intelligence artificielle développée en Belgique aurait remporté le prix du meilleur scénario à ce fameux festival de Cannes pour un court-métrage. Très malheureusement, je dirais oui. Bah ouais, ça semble probable, mais ouais. Dites oui ? Ouais. Non, c'est faux. Ah. On n'y est pas encore. Oui. Mais je pense que On y peut-être pas sera cette année, bientôt. mais l'année prochaine. Alors après, tout dépend encore une fois de à quel point tu laisses l'intelligence artificielle tout faire du début à la fin et à quel point il y a de l'intervention humaine entre chacun des retours. Mhm. Si c'est j'appuie, fais-moi un scénar pour gagner les Oscars et qu'il te sort un truc, là par contre. Utilisez ce prompt, hein. D'ailleurs, vous êtes sûr de. Voilà, c'est automatique. Mais non, ouais, j'espère quand même que l'intervention humaine, en tout cas à ce niveau-là, sera toujours là. Espérons. Ouais. Tu utilises beaucoup l'IA dans ton quotidien ? Pour la création de contenu, ouais, je Ouais. l'utilise quand même comme un outil. Enfin, c'est pas l'IA qui fait tout à ma place, mais c'est vrai que c'est utile quand tu as besoin d'idées. Ouais, quand même. T'as des exemples un peu d'usage que tu fais Bah, par exemple, pour me trouver des idées de podcast, genre pour ma chaîne de podcast, des fois je me dis, punaise, j'ai l'impression d'avoir parlé de tout, et je vais lui demander un peu des sujets, des thématiques que je pourrais aborder. Ou alors, je fais beaucoup des carousels aussi en ce moment sur Instagram. Et parfois, je lui demande aussi des idées et me les développer un petit peu. Et puis moi, après, je viens ajouter ma propre expérience. Parce que ça, c'est quelque chose que l'IA peut pas vraiment ajouter à ta place. Donc, ouais. Moi, j'utilise ChatGPT et Claude aussi. Je connais pas. Ouais, Vite fait, mais Franchement, pour la création de contenu, je trouve que c'est même mieux que ChatGPT. Genre, il rédige vraiment super bien et tout. Ah, ok. Ouais, C'est d'un point de vue rédaction alors Ouais, c'est plutôt rédaction. Rédaction, c'est plus pour Claude. Et ChatGPT, c'est pour me générer des idées. Ouais. Ouais. Donc il y a un côté plus idéation et le travail qui doit se faire en amont. Ouais. Donc ton utilisation de l'IA, c'est plus pour cette partie-là. Ouais, c'est quoi. ça. Ouais. nous aussi, encore, je prends l'exemple hier où on devait remettre un devis. Il y avait 125 villes différentes Ah ouais. à analyser et on voulait les regrouper par cluster. Un travail Ouais. très concrètement de 4-5 heures, juste en prenant tout, mettant tout sur Google Maps. On lui a demandé de faire un tableau avec des clusters et il l'a fait en 5 minutes. Quoi. Donc, Pour la un gain de pré-production, temps, quoi. Ouais. pour la pré-production, c'est hyper pratique. Mhm. On l'a aussi utilisé sur de la création visuelle Ok. comme base de travail, notamment quand on a du compositing à faire, Ouais. donc quand on doit créer un faux décor pour après venir filmer des gens sur fond vert et les intégrer. Ça nous arrive de le faire dans des effets spéciaux. Ok. C'est, je pense à... ce background qu'on veut créer, parfois il est difficilement trouvable ou alors il faut faire du compositing de plusieurs images mais qui ne correspondraient pas exactement à ce qu'on veut. Et pour avoir une vision proche de ce qu'on recherche, avec énormément de prompts à l'époque, en plus ça fait un petit moment on utilise Midjourney Mhm. et on embellissait les images avec Magnifica AI. C'est un upscaler intelligent. Et ouais, on avait un rendu plutôt sympa pour des fonds qui remplacent notre fond vert. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais donc on générait ce background, on intégrait nos acteurs sur fond vert et après on venait le repimper avec des éléments numériques pour venir habiller et crédibiliser le décor. Mais en tout cas, ça nous servait de très bonne base Ouais. pour les effets spéciaux et on va devoir le réutiliser pour des Bientôt, projets à venir tout bientôt. On est reparti, il en reste quelques-unes. En 2025, le contenu généré par les utilisateurs, UGC donc, joue un rôle clé dans les stratégies marketing répondant aux attentes de personnalisation, de transparence et d'authenticité des consommateurs. Bah oui, je dirais oui. Je suis l'experte. Évidemment que c'est vrai. Elles offrent un taux de clic jusqu'à 1000% supérieur à celui des vidéos passives, démontrant leur efficacité en matière d'engagement. Cette forme de contenu immersif est de plus en plus adoptée par les marques pour offrir des expériences personnalisées et engageantes à leur audience.
Donc Ouais, forcément, ça. c'est un peu ce que tu disais. Ouais. C'est au cœur vraiment des stratégies d'aujourd'hui, quoi. Mhm. J'en ai une petite dernière. Est-ce que tu as vu la série Adolescence ? Non, pas encore. Pas encore ? Non. Ok, Adri, je sais que tu l'as vu. Oui. On en parlait au dernier épisode du podcast. Reconnaissant la valeur éducative de Adolescence, le Premier ministre britannique a soutenu sa diffusion gratuite dans des écoles secondaires du Royaume-Uni. Oui, je dirais vrai, parce que Bon. vraiment, au vu de tout l'impact que ça a, de l'immersion, etc., les valeurs de la famille et tout. En tout cas, si ça n'a pas été fait, parce que moi je dirais vrai, ça peut être fait et c'est bien. Ce serait une bonne idée. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Et alors, la démarche derrière était évidemment pour sensibiliser les élèves au danger de la misogynie en ligne et de la violence chez les jeunes. Ok. Moi, j'ai en toute transparence, j'étais assez surpris de cette actu. Sans aucun spoil, je trouve que c'est assez... Il y a un côté... on en parlait, donc je sais pas si tu sais, ça a été filmé en plan séquence. Donc 4 plans séquences de 1 heure approximativement. Ouais. Il y a un côté très anxiogène dans la série, de par le jeu d'acteur, de par le scénario et de par ce fameux plan séquence. Donc j'étais assez surpris de se dire que ça allait servir en tant que support éducatif pour les jeunes, de par le ton un peu sombre et un peu particulier que le projet avait. Ouais. Mais dans la finalité, je trouve que c'est une excellente chose et ça transmet vraiment des vraies bonnes valeurs. Et c'est chez les jeunes de quel âge, plus ou moins ? Secondaire, donc secondaire, ouais. Ouais, c'est ça. Après au Royaume-Uni, je vais te relire exactement. Ils doivent avoir quoi Après, tu dis une 12, valeur 15 ans. éducative, mais je crois que ça a aussi une valeur plus de sensibilisation, comme nous à l'époque, on nous montrait les pubs pour le tabagisme, etc. Enfin, moi, au cours de morale, en tout cas, je suis passé par toutes ces pubs-là. Par éducatif, c'est un peu ce que je veux dire, quoi. Ouais. Sensibiliser, c'est le meilleur mot. École secondaire du Royaume-Uni, ouais, c'est bien ça. Okay. Donc je pense qu'ils ont un système scolaire identique au nôtre, donc ça doit être les mêmes tranches d'âge. Et donc voilà, c'était mon petit jeu des actualités. J'espère que ça vous a plu. Ouais, c'était cool. Ouais. Faut que je revoie mon actu quand même. Oh, ça va, on n'a pas été... Non. Très bon. Oui. Tout à l'heure, on parlait du fait qu'on était voisins et que tu as Studio Rec, qui sont 2 studios podcast. Tu peux un peu nous parler justement de ces studios, qu'est-ce qu'on peut y faire, comment ça fonctionne Oui, bien sûr. C'est des studios de podcast que j'ai créés ici. Donc, j'ai ouvert en octobre-novembre, je ne sais plus exactement. Ça a été très rapide en vrai. Je crois qu'en 3 mois, j'ai ouvert le truc. Et en fait, c'est né de mes expériences en studio. Parce que du coup, comme j'ai créé UGC School, donc la formation, ça m'a permis j'ai dû tourner tous les contenus en studio pour que ce soit vraiment quali et tout. Et du coup, je me suis rendue dans différents studios, que ce soit en France, en Belgique. Et c'est vrai que mon expérience client n'a pas toujours été incroyable. Donc parfois, c'était très bien. Il y a certains studios où ça s'est très bien passé, mais d'autres, c'était un peu moins... Voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas créer mon propre studio et ne plus devoir dépendre de personnes finalement pour tourner mes contenus. Et je me suis même dit, après, plus loin, je me suis dit, pourquoi pas en fait proposer ça comme prestation de service pour les personnes qui sont comme moi et qui ont besoin de tourner du contenu. Surtout que dans notre région, il y en a pas vraiment. Il faut faire quand même quelques kilomètres. Et du coup, c'est comme ça que m'est venue l'idée. Et donc là, il y a 2 pièces. Au total, il y a 4 décors. Et tu peux venir filmer des studios, soit en solo, genre support court de formation, vidéo YouTube ou quoi. Et aussi des contenus plus en duo. Donc là, interview, témoignages, des contenus à 2. Donc voilà, je suis assez contente d'avoir créé ça parce que du coup ça me permet aussi moi de pouvoir tourner tous mes contenus là-bas puisque je suis créatrice de contenu moi-même, donc j'ai un podcast et tout, je fais plein de vidéos sur les réseaux et du coup quand je tourne mon contenu je le fais là-bas, donc c'est aussi plus simple, voilà. Et comment ? Et du coup, si je dis pas de bêtises, tu proposes aussi le service de montage. Est-ce qu'il est d'office inclus ou parfois les gens ils reçoivent les natifs Non, parfois les gens ils ont leur propre monteur et donc ils récupèrent simplement les fichiers bruts et ils font tout après par eux-mêmes, avec leur monteur quoi. Ok, donc, cool. Mais il y a dans certains cas où c'est toi qui t'occupes du montage. Comment ça fonctionne ? Okay. Ouais. Donc là, c'est vraiment montage très simple. En fait, c'est le sous-titrage dynamique. Ouais. Donc permettre de dérusher, de cutter tout ce qu'il ne faut pas, etc. Et puis de pouvoir ajouter des sous-titres dynamiques tout simplement. Ça, il y a certaines personnes qui n'ont pas nécessairement envie de le faire elles-mêmes, donc elles délèguent ça. Ouais. Okay. Souvent, c'est manque de connaissances ou manque de temps. C'est un truc qui est assez chronophage pour le faire aussi, le sous-titrage. Du coup, qui dit studio dit que là, pour le coup, tu avais besoin d'investir dans un peu de matériel.
Caméra, lumière, j'imagine. Ouais. Tu bosses avec quoi dans ton studio au niveau matos? Tu saurais nous dire? Là, j'ai des caméras Sony Alpha 7C. Et c'est des lumières à puture. C'est tout, hein, lumière, caméra. Les micros, c'est des Shure SM. Ouais, c'est ça, ouais. Et sinon, après, au niveau de la déco, j'ai acheté quasiment tout chez Maison du Monde. J'ai fait mes peintures et tout, parce que c'est vrai que c'était des murs blancs, donc voilà. Mais sinon, c'est ça comme matériel. Elle est cool. C'est cool, comme tu dis, c'est un service... la demande, on voit qu'elle est assez forte. On a vu plein de studios, pas forcément de par chez nous, mais j'ai l'impression qu'à Lille, il y a eu une éclosion de Ouais, j'ai de entendu studios. ça. Ouais. Studio podcast, deux ou trois trucs que j'ai vus. Donc c'est assez chouette. Et ça permet évidemment aussi. de... Pardon ? À Paris aussi, à Paris, il y en a ouais. pas mal, ouais. Ça permet de vite professionnaliser ton contenu. Mm-hmm. Et comme tu dis, sans te prendre trop la tête avec du montage, etc. etc. Puis il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de déléguer ça, enfin qui n'ont pas envie de commencer à acheter du matériel et à commencer à tourner chez eux et tout. Donc c'est vrai que ils viennent au studio, ils tournent leur contenu et puis ils partent, ils ont leur fichier après dans leur boîte mail et ils sont tranquilles d'une certaine façon. Donc c'est vrai que c'est assez pratique. On arrive au moment de sous-inspi qu'on préfère. Avec Adri, on va parler d'inspiration. Toi, c'est quoi qui t'inspire au quotidien, que ce soit peu importe, que ce soit là, ces jours-ci, quelque chose qui t'inspire ou de manière générale, d'un point de vue cinéma, d'un point de vue musique, d'un point de vue... c'est quoi ta dose d'inspiration Franchement, je vais peut-être te décevoir, mais moi, ce qui m'inspire, c'est vraiment les éléments de la vie quotidienne. Genre les expériences de vie, rencontrer des gens, parler avec des gens... Ouais, peut-être voir un film, une série, une phrase qui m'a marqué, mais vraiment des trucs super classiques, genre je peux aller aux courses et être inspirée par une phrase que j'ai entendue ou un comportement que j'ai vu. Enfin, vraiment des trucs hyper basiques, voilà. Mais c'est vrai que ça m'inspire beaucoup pour mon contenu, parce que du coup, je crée beaucoup de contenu. Et parfois, je vais entendre une phrase dans un film, et ça va me dire, ah ouais, putain, c'est intéressant, ça, je pourrais en faire un contenu et tout. Et je vais créer un carrousel à partir de ça, ou une vidéo, enfin... Vraiment des trucs hyper classiques, je peux pas dire il y a vraiment un truc en particulier, c'est vraiment un ensemble de tout, quoi. Ouais. C'est vrai que tu es assez actif sur tes réseaux, on voit beaucoup de tes contenus passer, donc il faut trouver les idées, il faut chose nous n'avons pas du tout la discipline pour ça. Mais ouais, du coup c'est plutôt le fait que tu parlais de rencontrer des gens, de discuter. Nous, une des premières fois où on s'est rencontrés, c'était au BNI. Donc c'est un business club. Un business club, exactement, merci. Un business club, tu participes toujours à ce genre d'événement ? Non, je suis plus membre et c'est vrai que je vais quasiment plus jamais dans des BNI. Non. Mais quand je rencontre des personnes, c'est souvent... En fait, moi, je fais beaucoup de séminaires. J'organise pas ici, j'en organise un, mais ici, je participe beaucoup à des séminaires. Et je rencontre souvent des entrepreneurs, mais du coup, des entrepreneurs français, parce que c'est tout le temps sur Paris. Voilà. Et c'est vrai que je rencontre toujours des personnes dans des secteurs très, très différents. Ça reste dans le domaine du digital, mais tu vois, par exemple, ici, le dernier séminaire que j'ai fait, j'ai rencontré des gars qui font des vidéos, de la 3D pour des marques et tout. J'ai rencontré des gens qui font de la pub sur Facebook, mais vraiment axé très métriques et tout ça, vraiment comment on gère une campagne et tout ça. Et c'est vrai que de par leurs expériences, de par les clients qu'eux ils ont, ils expliquent aussi des choses et c'est des choses qui peuvent m'inspirer, me donner des idées aussi à moi pour mes contenus ou même à moi pour mon business, d'avoir vraiment accès à leur partage d'expériences comme ça. Donc, ouais. Aujourd'hui, dans ton activité, tu es seule, tu t'es entourée peut-être d'autres indépendants. Comment tu fonctionnes ? Ici, je suis la seule salariée, on va dire, mais j'ai plusieurs freelances qui travaillent avec moi. Donc, par exemple, pour mes montages vidéo, les montages un peu plus poussés, c'est plus moi qui les fais. Quand c'est du simple sous-titrage dynamique, ça, je le fais. Mais sinon, j'ai une monteuse. J'ai aussi quelqu'un qui fait mes carousels, donc les designs des carousels sur Insta. Donc, je rédige les textes, etc. Et puis, elle les met en page. J'ai aussi quelqu'un qui m'aide à faire les suivis dans ma formation UGC School. Donc forcément, comme tu l'as vu, il y a plus de 300 personnes maintenant, donc c'est compliqué de moi faire l'accompagnement toute seule. Donc j'ai quelqu'un qui m'aide aussi pour ça. Et voilà, je pense que c'est tout. Ça me permet quand même de gagner beaucoup de temps. Et puis on peut pas être expert dans tout. Vraiment, moi, par exemple, mettre en page des carousels, c'est vraiment pas mon truc. Je suis vraiment pas douée là-dedans. Donc, je préfère vraiment pouvoir travailler avec des personnes qui le font beaucoup mieux que moi, quoi.
Du coup, nous, on s'est lancé à deux. Avant, j'étais tout seul. Toi, Adri, t'as été tout seul pendant un moment aussi, même si on a beaucoup travaillé ensemble. Moi, je ressentais beaucoup ce truc de, même si j'avais une activité, comme tu peux dire, où j'étais le seul salarié, où j'étais le seul indépendant dans le projet, ce besoin de s'entourer de par ce côté compétences, le fait qu'on ait créé un binôme aujourd'hui parce qu'on avait tous les deux des compétences différentes et quand on les mixait, ça fonctionnait bien. Mais j'avais aussi ce truc de, j'ai envie de faire partie d'une équipe sur le côté plutôt moral, émotionnel, on va dire. C'est quand même un sacré soulagement et j'imagine que c'est pareil un peu avec toi, le fait d'avoir des équipes sur qui tu peux compter. Il y a dans l'aventure entrepreneuriale, je trouve que c'est hyper important de s'entourer de ce genre de personnes, quoi. Ouais, c'est vrai. Enfin, tu sens que t'es pas solo, quoi, dans ton aventure. Et allez, t'as des personnes avec toi qui t'accompagnent sur le projet. Enfin, moi ici, du coup, ça reste des freelances. Mais par exemple, pour la Marine qui m'aide à faire les suivis des élèves et tout, on a vraiment, on a vraiment l'impression d'avoir créé un truc parce que même au niveau de la communauté, tu vois, finalement, on l'a un peu créé ensemble, on l'anime ensemble, etc. Et on voit que la communauté est hyper soudée. Genre, par exemple, ici, on organise un événement bientôt et il y a des personnes qui vont venir, qui ont pris l'avion et tout, juste pour nous rencontrer. Enfin, je trouve ça incroyable. Et voilà, donc c'est vrai que ça permet de ne pas être seul dans une aventure quand même, qui est assez prenante, quoi. Exactement. Tiens, je reviens sur une question par rapport au tout début. Tes formations, elles sont en français ou en anglais ou dans les deux langues ? En français. En français, ok. Ouais. Et mes clientes sont quasiment toutes françaises. Françaises. Ouais. Okay. J'ai quelques Belges, mais ça représente peut-être 5%. Ok. Ouais. L'UGC, c'est... Quand j'en parle en Belgique, c'est très peu connu. Hein. Il y a vraiment quasiment personne qui connaît. En France, ça a l'air d'être un petit peu plus mainstream, mais chez nous, non. Ok. Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui, Adri ? En ce moment, c'est un peu bête, mais je me suis abonné à Apple TV+. Ouais. Et je suis tombé sur les séries d'Apple TV qui sont vraiment, vraiment bien, notamment Le Silo et Severance. Et c'est une nouvelle vision des séries où on se permet de l'artistique, etc., où on se permet aussi des cadrages inattendus et tout. Et c'est vrai que j'en avais un peu marre de toutes les séries Netflix très plan-plan, sauf Adolescence qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est vrai que ça m'a permis d'avoir une nouvelle vision créative et de me dire, tiens, on peut tester ça comme ça et comme ça, etc. Enfin bref, une vision différente du plan-plan qu'on connaît, quoi. Tu es amatrice de films-séries ? Honnêtement, je regarde tout le temps les mêmes. Genre, moi, je suis le genre de personne qui regarde 10 fois la même série, 10 fois le même film. Donc, voilà. Quelles sont tes top séries que tu regardes en boucle, alors ? Je regarde Bridgerton, genre en boucle. Vraiment, voilà. Qu'est-ce que je regarde aussi beaucoup ? Harry Potter. Vraiment, non mais les goûts... Peu importe l'année, quoi. Le moment de l'année. Vraiment. Ne t'inquiète pas, Benjamin ponce aussi une série en boucle. C'est vrai ? Oui. Laquelle ? Je regarde The Office en boucle. Ah, ok. Mais vraiment en boucle. Hein. Tous les jours, un épisode. Dès qu'elle est finie, hop, le lendemain. Je m'engage à parler de ça dans tous les épisodes. Dans tous les épisodes. On en a déjà parlé. C'est vrai. Ah ouais, t'es vraiment le fan incontesté. Ok. Non, je comprends. C'est sa petite famille, tu sais. Je le disais dans le premier épisode, mais quand on finit on regarde avec ma compagne, vraiment les gens vont se dire, ils répètent toujours la même chose. Quand on finit la série, moi j'ai l'impression que j'ai perdu mes copains. Du coup, on recommence, quoi, tu vois. Ok, ça reprend. Ils sont encore là, quoi. Ils vont bien. Il y a combien de saisons ? 7. Oui, 7. Ah ouais, ok. 7 ou 9, je sais jamais. Je sais plus, mais quelques saisons quand même. Ouais. Okay. Généralement, on fait... À partir de la 2, je crois que c'est 24 épisodes, donc il y a de quoi regarder, quoi. En moyenne, on fait 6 mois pour tout faire. Donc on la regarde 2 fois par an. Quoi. Ça, c'est notre rythme de croisière. Quand on est en vacances, ça peut aller beaucoup plus vite. Ah, c'est dingue, là. Mais même si tu regardes pas si t'es pas trop cinéphile, sériephile, ça se dit pas du tout. C'est pas grave. On invente des trucs ici. Je suis hyper d'accord avec ce que tu dis. On a eu un souffle Netflix hyper novateur il y a, je dirais, 5-7 ans, où on a eu un peu la trinité Stranger Things, et après tout ce qui en a découlé, type Casa de Papel, Sex Education, qui étaient des histoires complètement différentes, mais où il y a un certain rythme qui s'est installé. Alors à l'époque, c'était hyper novateur, mais c'est vrai qu'on a eu ce truc
Squid Game qui est un peu rentré dans la boucle après, où on a eu un peu ce schéma de... ça semble être toutes des productions un peu indépendantes avec leurs petits concepts, mais en fait elles rentraient tous dans ce lot. Et là, et surtout depuis Severance et Adolescence, je trouve, même si c'est 2 plateformes différentes, il y a quelque chose d'encore plus underground, indépendant qui est mis sur le plateau, je trouve. Adolescence de par ses choix artistiques complètement hors normes, et Severance que je n'ai pas vu mais où j'ai entendu que du bien, et aussi sur ce côté direction artistique très poussée, et donc c'est trop cool d'avoir ce second souffle hyper inspirant, je trouve, dans nos métiers, quoi. Tellement. Est-ce que vous avez des objectifs pour le moment, que ce soit sur le court, moyen ou long terme, ou des actualités? Tu parlais justement que tu allais organiser un séminaire, Tu peux un peu nous expliquer ce en quoi ça consiste? Oui, bien sûr. Bah, ici, du coup, c'est à très court terme puisque c'est au mois de juin. Donc, en fait, c'est un séminaire que j'organise pour mes clientes, donc mes élèves dans UGC School. Et l'idée, c'est de pouvoir leur partager des nouvelles choses par rapport à la création de contenu UGC, par rapport au personal branding, par rapport à fidélisation de sa clientèle. Donc, vraiment des trucs encore un peu plus poussés que dans UGC School. Et c'est aussi un moment pour aussi se rencontrer en vrai. Donc ça va être la première fois que... par exemple, Marine, qui travaille avec moi, j'ai déjà rencontré en vrai. De base, c'était une de mes élèves dans ma formation. Mais c'est vrai que pour les autres, je ne les ai pas encore rencontrés. Il y en a beaucoup, comme je disais tout à l'heure, qui sont en France. Il y en a qui sont à La Rochelle, à Marseille, etc. Et donc ça va être aussi la première fois que je les rencontre en vrai. Donc c'est aussi cool de pouvoir organiser ça. J'ai vraiment super hâte. Genre, c'est dans 3 mois, mais je suis surexcitée, quoi. Je trouve ça génial, cet aspect... première entrée, c'est très digital, avec le côté formation en ligne, et que ça converge vers quelque chose de physique où on se rencontre. Ça, c'est vraiment, je trouve que c'est un goal de fou, quoi. Et ça va, pas trop stressé pour l'organisation? Bah ça va, en vrai. Je pense que c'est parce que c'est dans 3 mois, donc je me dis j'ai le temps et tout. J'ai quand même bien organisé en amont. Enfin, je sais déjà les thématiques dont je vais parler, j'ai déjà la salle, le traiteur, je sais déjà, voilà. Mais je pense, à mon avis, c'est peut-être la pression, genre le jour J, où je vais me dire waouh, je vais les rencontrer en vrai. Enfin, il y aura, je sais pas, il y aura peut-être, je crois qu'il y a 40 places. Donc là, elles sont pas encore toutes parties, mais il y aura quand même 40 personnes, donc ça va peut-être me mettre un petit stress. Mais après, c'est vrai que je les connais, même si c'est à distance via le digital et tout, on se voit en live toutes les semaines, etc. Donc je pense que ça va aller, mais il y aura peut-être ce petit coup de pression le premier jour, forcément. Parce que du coup, tu es speaker pendant la formation, tu hostes la formation en tant que... Ok, cool. Ouais. On va passer au reco alors, les amis. Je vous ai demandé de préparer quelques petites recommandations, peu importe que ce soit un resto, un livre, une série, une chaîne YouTube, comme on discutait la dernière fois. Adri, la reco de ce 2e épisode? Ouais, 2 trucs. Un qui me ressemble pas et un autre qui me ressemble. Okay. Je vais commencer par celui qui me ressemble. Une série, donc sur Apple TV+, Silo. C'est une série dystopique où je vais faire le pitch le plus court sans rien spoiler. On a réuni toute la population planétaire dans un silo, on va dire. Et les gens vivent par étage en fonction de leur classe sociale. Et ils ne savent pas ce qui se passe à l'extérieur du silo parce que les vitres qui donnent vers l'extérieur, ce sont des écrans et on ne sait pas si ce qu'on voit sur les écrans est la réalité ou pas. Et c'est un peu tout le nœud de la série, quoi. Parce qu'on ne sait pas s'il y a une manipulation sur le fait qu'on les manipule pour qu'ils restent à l'intérieur du silo ou si ce qui se passe à l'extérieur, c'est vraiment ce qu'on voit à l'écran, quoi. Donc ça, c'est vraiment série assez haletante et assez prenante avec des beaux cliffhangers à chaque fin d'épisode qui te donnent envie d'appuyer sur le suivant. Et en reco qui ne me ressemble pas, il y a peu, donc physiquement, il y a 1 semaine, je suis parti en Italie, à Venise, et on m'a offert ça pour mon anniversaire, un beau voyage. Et c'est une ville que je recommande, en fait, tout simplement, parce que vraiment... c'est un peu, j'associe ça à un Disney propre, parce que tu arrives là-bas, peu importe où tu jettes tes yeux, tout est beau, tout est tout est visuellement beau, a une belle histoire derrière ce que ça raconte, etc. Tu rentres dans une bête église, en fait c'est pas une bête église, à l'intérieur tu as de belles peintures, tu as de beaux pavements, etc. Et je trouve que c'était un beau voyage et ça m'a permis de me remettre un peu à la photo. J'ai pris d'ailleurs ton X106, pardon. Et c'est vrai que c'était trop simple parce qu'un appareil photo ultra simple avec une ville ultra simple, peu importe où je me tournais, je faisais une photo, c'était trop beau, quoi. Et donc un beau voyage, quoi, une belle ville, Venise. Elle est cool.
Une question me brûle les lèvres. Qu'est-ce qu'un Disney sale, du coup? Un Disney commercial, donc Disney. Ok. Et toi, Lodis? Moi, en fait, ici, je me suis remise récemment au podcast. C'est vrai que j'en écoute pas mal, j'en écoutais pas mal. Et ici, ça faisait longtemps que j'avais fait une petite pause. Et j'ai repris un petit peu. Il y a une chaîne de podcast que j'aime particulièrement, c'est Pause Latte de Jessica de Prater. Donc, c'est une entrepreneuse. Je sais pas si vous la connaissez. Ouais, si. Ouais. Et j'aime beaucoup sa façon d'aborder les choses. C'est hyper, hyper honnête, dans le sens où elle va pas te vendre des paillettes ou te faire miroiter des choses. Et là, l'épisode, c'était sur ses leçons de son premier trimestre de l'année. Et elle parlait, par exemple, du fait qu'il faut rester humble, parce qu'elle, je crois que ça fait genre 8 ans qu'elle est dans le marketing digital. Et elle disait qu'en fait, elle pensait savoir beaucoup de choses et qu'au final, tu en apprend toujours. Genre là, c'était une petite anecdote avec son copain qui, en gros, a voulu lancer un low ticket funnel, donc des produits un peu moins chers, d'entrée de gamme, et voir s'il pouvait après, par la suite, upseller avec des contenus plus chers. Elle y croyait pas trop, et finalement, il l'a lancé, ça a été un carton, et elle s'est dit, parce qu'elle, de base, c'est son bras droit, quoi, et donc elle s'est dit que finalement, c'était quand même une leçon d'humilité, dans le sens où elle pensait tout savoir, elle pensait que ça allait pas du tout fonctionner, et finalement elle se rend compte que ça a vraiment cartonné. Et moi j'aime bien ces épisodes de podcast parce que ça te remet toujours un peu la réalité de l'entrepreneuriat et les leçons que tu peux en apprendre. Donc voilà, je dirais ça, cette chaîne-là. Ouais. Je rebondis sur ce que tu dis, sur ce côté personne qui explique son premier trimestre. Vous connaissez Justin Buisson? Oui. C'est un motion designer qui a une chaîne YouTube et qui est assez influent dans l'univers graphique. Et lui, une fois par an, il fait une vidéo où il explique ses chiffres de manière hyper transparente. Ouais. Charles Chillet fait ça aussi, un vidéaste. Et donc, c'est une vidéo annuelle, un peu récap de cette année, ma société ou mon activité a dépensé autant, a gagné autant. Okay. Il y a eu autant qui sont partis pour des freelance, il y a autant qui sont partis dans ma poche, il y a autant. Et je trouve toujours ça hyper cool parce que on a tous un peu, j'ai l'impression au fond de nous en tant qu'indépendants, ce syndrome de l'imposteur et ce truc de on n'a jamais l'impression de réussir autant que les autres. Ouais. Et ce genre de contenu, je trouve que ça remet l'église au milieu du village de fou. Et des fois on se dit ah purée, en fait cette personne est beaucoup plus influente que notre boîte actuellement ou que notre projet ou que quoi que ce soit. Mais en fait, on a des réalités qui se ressemblent quand même si dans les faits, on n'a évidemment pas les mêmes réalités parce qu'au quotidien, c'est pas pareil. Mais quand on dézoome un peu sur nos activités, on est dans un secteur similaire et il y a beaucoup de similitudes en termes de coûts, en termes de gains, Et donc, je trouve que c'est hyper rassurant et c'est toujours assez optimiste en plus, ce genre de vidéo. Ouais. Voilà. Une reco, toi, Ben? Moi, j'ai une reco, c'est encore lié à l'univers YouTube, comme la dernière fois. On a un peu parlé d'IA aujourd'hui. Il y a le youtubeur Balo, qui est un bruxellois, graphiste, directeur artistique, qui s'est essayé à l'illustration, au motion design, à la 3D, qui fait plein de choses maintenant, qui fait des super chouettes vidéos. Sa dernière vidéo en date, à laquelle je vous parle, traite de l'IA. Est-ce que les métiers, notamment de graphistes, sont voués à l'échec depuis cette fameuse mise à jour de ChatGPT 4.0, je crois. Ouais. Et donc, c'est une vidéo de 15-20 minutes qui traite de ce sujet hyper intéressante. Comme tous ces contenus, très belle vidéo, toujours très bien filmée, très soignée. On voit que c'est un gars qui travaille dans le design. Et le discours, c'est que c'est un peu la vie qu'on partage, Adrien et moi. Et c'est ce fait que l'IA, on le voit ça comme un outil. Et que si tu tapes « fais-moi un logo pour une entreprise qui nettoie les voitures », évidemment, plus on va avancer, plus que ça va te sortir va être clean. Mais qu'il n'y a rien à faire, tu n'auras jamais cette touch que l'intervention humaine peut apporter. Et donc, le fait qu'il faut que ça reste un outil, et c'est un outil qui va devenir de plus en plus performant, mais ça va rester un outil au même titre que tu as toujours une super métaphore, je trouve, avec l'arrivée de l'imprimante. Ouais, oui, à l'époque, l'imprimante, on imprimait sur rouleau, etc. Et quand l'imprimante numérique est arrivée, il y a des imprimeurs qui ont décidé de continuer à imprimer sur rouleau et il y a ceux qui sont passés à l'imprimante numérique. Ceux qui sont passés à l'imprimante numérique, ils ont continué à avoir un boulot. Ceux qui sont restés sur rouleau, ils n'ont plus de boulot. Ouais, pas mal. Donc on partage un peu cet avis et c'est un peu ce qui était dit, quoi. C'est que évidemment qu'on va devoir l'utiliser. Nous aujourd'hui dans nos logiciels de montage, on a des IA qui nous aident à sous-titrer, on a des IA qui nous aident à
améliorer un Allonger une discours, musique, allonger une musique. Maintenant, on peut même allonger de quelques secondes des rushs vidéo qu'on lui donne. Mais c'est des outils de fou parce que c'est une aide non négligeable, mais ça nous fait pas un Pixar, quoi. Ouais. Donc, Ça n'a pas remplacé. tout à fait. Donc voilà, c'était un peu ma reco, la dernière vidéo de Balo sur l'intelligence artificielle, hyper intéressante et un discours très très chouette. Ouais, tout à fait. Et bien c'est comme ça que s'achève ce deuxième épisode de la saison 3. Je suis hyper heureux de vous avoir eu avec moi aujourd'hui, Adrien. Je t'aurai encore sur le prochain épisode, tu ne bougeras pas. Je suis cloué là. Merci Lodis d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. C'est la première fois qu'on te recevait, c'était super chouette que tu nous parles notamment de l'UGC, comme on disait au début, qui est un sujet un peu plus nébuleux. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu les réseaux, là où on peut te retrouver Je suis un peu présente partout, sur Instagram principalement, sur LinkedIn, YouTube, parce que je partage aussi mon podcast là-bas, et du coup Spotify et Apple Podcast pour la chaîne, c'est Coulisses d'une créatrice. Donc je partage un petit peu les coulisses de l'entrepreneuriat, de l'UGC, la création de contenu. Mais sinon principalement sur Instagram, là je publie beaucoup. Et nous, on peut toujours nous retrouver sur Instagram, Story Club Prod. On a également le compte Instagram Sous Inspi qui reprend tous les contenus dédiés au podcast. Ouais. Et si pas, toujours via nos LinkedIn respectifs et notre site internet. Et notre chaîne YouTube. Et notre chaîne YouTube, évidemment, si vous regardez ce podcast visuellement, vous êtes dessus. On se dit à très vite pour le 3e épisode avec de nouveaux invités. Encore merci pour votre présence et ciao tout le monde. Ciao.